Et si nos désaccords n'étaient pas un problème, mais en fait une solution? C'est une idée un peu folle, non? Eh bien aujourd'hui, on va explorer justement ça, une approche qui s'appelle l'idéosophie, une manière de penser qui est conçue pour nous aider à réconcilier nos idées avec la complexité du monde. Voilà la grande question, celle qui nous concerne tous. Franchement, dans le monde actuel où le moindre débat sur les réseaux sociaux se transforme en guerre de tranchées, où chacun brandit sa vérité comme si c'était une arme absolue, comment on fait? Comment peut-on encore espérer penser ensemble sans que ça finisse mal? Bon, avant même de chercher une porte de sortie, il faut d'abord bien comprendre la pièce dans laquelle on est enfermé. Il faut, en quelque sorte, cartographier le champ de bataille. C'est ce qu'on va faire tout de suite en se penchant sur ces fameuses guerres de vérité qui paralysent nos sociétés. Regardez ce tableau, le contraste est saisissant. D'un côté, on a la guerre idéologique. Le but, c'est de gagner, d'écraser l'autre. La méthode, c'est la division. Et le résultat, au final, c'est la stérilité, rien n'en sort. Et puis de l'autre côté, le dialogue idéosophique. Là, le but, c'est de comprendre. La méthode, c'est la connexion. Et le résultat, l'innovation. Ça change tout. Et c'est exactement ça le piège. On est coincé. Soit la pensée s'envole dans une sorte de tour d'ivoire complètement déconnectée de la réalité, soit, à l'inverse, on l'utilise comme une massue pour creuser des fossés entre les gens. Dans les deux cas, c'est un échec. La pensée n'est plus un outil de libération, elle devient une prison. Ok, le constat est un peu rude. Mais alors, est-ce qu'il y a une autre voie, un autre chemin possible? Eh bien, l'idéosophie se présente exactement comme ça. C'est moins une grande théorie qu'une pratique, une sorte de méthode pour retrouver un terrain commun. L'idéosophie, si on devait la définir, c'est ça, la sagesse des idées. C'est une sorte de pont, un entre-deux fertile. Attention, l'objectif ce n'est pas de trouver un consensus mou où tout le monde est d'accord sur tout. Non, pas du tout. L'idée, c'est de créer un espace où nos pensées ne flottent plus dans l'abstrait, mais sont vraiment ancrées dans nos expériences. Il y a cette citation du philosophe William James que je trouve parfaite pour illustrer ça. Il dit « La vérité n'est pas un monument à contempler, mais une route que l'on trace en marchant. » Autrement dit, la vérité n'est pas une destination finale, un objet qu'on possède. C'est le voyage. C'est une construction permanente qui se fait dans l'action ensemble. Pour que cette approche ne soit pas juste une belle idée en l'air, elle doit reposer sur des bases solides. Et sa fondation, c'est un concept aussi simple que puissant. Imaginez une seconde. Et si on traitait les idées, non pas comme de simples opinions, mais comme de véritables forces physiques qui agissent sur nous et entre nous? Alors, ça peut sembler très abstrait comme ça, je sais. Mais un psychologue social incroyable, Kurt Lewin, a parfaitement résumé l'enjeu avec cette phrase « Rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie ». C'est lui qui a été l'un des premiers à montrer que nos actions, nos décisions ne sortent pas de nulle part. Elles sont toujours le produit d'un contexte, d'un champ de force. Lewin a appelé ça la théorie du champ. Pour faire simple, imaginez notre esprit non pas comme un ordinateur qui calcule froidement, mais plutôt comme un champ de bataille invisible. D'un côté, il y a des forces qui nous tirent en avant, nos désirs, nos ambitions, et de l'autre, des forces qui nous retiennent, nos peurs, la pression sociale, et notre comportement à un instant T, c'est juste le résultat de cet équilibre des forces. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que Lewin a montré que pour provoquer un changement, il ne suffit pas de pousser plus fort, d'ajouter des forces motrices. Parfois, et même souvent, c'est beaucoup plus efficace de réduire les forces qui freinent, les forces restrictives. En gros, il faut agir sur tout le système, pas juste sur un seul élément. Et là, on boucle la boucle avec William James. Pour lui, une idée n'est pas vraie dans l'absolu. Elle est vraie si elle fonctionne, si elle nous aide à nous orienter. C'est un peu comme une carte au trésor. La carte n'est pas le territoire lui-même, mais elle est vraie tant qu'elle nous guide correctement. Si on se perd, ce n'est pas la faute du paysage, c'est juste que notre carte est devenue obsolète. D'accord, la théorie est super intéressante, mais en pratique, sur le terrain, comment on fait? Comment on passe de cet affrontement stérile à une vraie construction collective? La clé, le vrai changement de logiciel, c'est de comprendre qu'en général, on n'oppose pas des faits bruts, mais des patterns, des manières personnelles d'organiser le monde qui sont liées à notre vécu. Le but du jeu n'est donc plus de savoir qui a raison, mais de réussir à décoder la logique interne de la vision de l'autre. Et pour y arriver, il y a deux règles du jeu fondamentales. D'abord, la cordialité. On part du principe que la personne en face n'est pas un ennemi à abattre, mais un partenaire de compréhension. Ensuite, l'univocité. Ça veut dire qu'on s'assure qu'on met bien les mêmes concepts derrière les mêmes mots. On construit un pont entre nos esprits avant de débattre. Très concrètement, un atelier idéosophique, ça suit ces 4 étapes. C'est simple, mais incroyablement puissant. Étape 1, une personne formule son idée. Étape 2, une autre la reformule avec ses propres mots pour montrer comment elle l'a comprise. Étape 3, cruciale, l'auteur de l'idée valide ou pas cette reformulation. Et c'est seulement quand la validation est là, à l'étape 4, que la discussion peut commencer.
C'est un petit garde-fou qui transforme le débat en une sorte de danse collaborative. Très bien. On a la méthode, on a les outils, mais pour construire quoi? Quel est le but ultime de tout ça? Quelle est, si on veut, la cathédrale qu'on essaie de bâtir? Eh bien, c'est l'idée d'une véritable écologie mentale. Imaginez le monde des idées comme un écosystème, une forêt. Dans la nature, un système sain a besoin de compétition, c'est ce qui pousse à l'excellence. Mais il a aussi besoin de symbiose, de coopération, pour que l'ensemble survive et prospère. Eh bien, notre pensée collective devrait fonctionner exactement de la même manière. 30%. Ce chiffre, il ne sort pas de nulle part. C'est l'augmentation mesurée par une étude du MIT en 2023 du nombre de solutions innovantes qui sont trouvées par des groupes où l'on encourage activement la diversité de pensée. Et ce que ce chiffre nous dit, c'est que la diversité des opinions, ce n'est pas juste un joli principe moral, une case à cocher. Non, c'est un véritable avantage stratégique. C'est un moteur d'innovation. Le désaccord, quand il est bien orchestré, devient notre ressource la plus précieuse. Ça me fait penser à cette phrase absolument magnifique de Nietzsche. Il disait qu'il faut avoir encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. C'est exactement ça. L'idéosophie ne cherche pas à éliminer le chaos, à avoir le calme plat, elle cherche à orchestrer ce chaos pour en faire jaillir quelque chose de nouveau, une étoile dansante. Ce qui nous amène à cette question pour finir, une question qui retourne un peu toutes nos habitudes de pensée. Et si nos désaccords n'étaient pas une menace à éviter à tout prix, mais au contraire, notre plus grande, notre plus précieuse ressource collective? Voilà une idée qui, je crois, mérite qu'on y réfléchisse.